Chers auditeurs, avez-vous déjà vu une relation se briser à cause de l'entêtement de quelqu'un? L'héroïne de notre histoire d'aujourd'hui est une femme de l'aristocratie française qui, par sa propre intransigeance, a complètement rompu les liens avec sa fille bien-aimée. Incapable d'accepter le mariage de sa fille avec un Vietnamien, elle a pourtant un jour soudainement pris un avion pour Hanoï. Pour cette dame, qui a vécu toute sa vie dans un carcan de règles et de bienséance strictes, la culture vietnamienne fut un choc immense. Cependant, une série d'expériences inattendues a commencé à ébranler son cœur de pierre. Qu'est-ce qui a bien pu la faire changer? Écoutons ensemble cette histoire. Je m'appelle Éléonore de Valois. Je suis issue d'une ancienne famille aristocratique de la vallée de la Loire. J'ai aujourd'hui 58 ans. Notre famille possède des vignobles et un château dans la région depuis le XIIe siècle. Bien que l'aristocratie en tant que système ait disparu, la fierté et les traditions de notre lignage coulent toujours dans mes veines. Hier soir, ma vie a été complètement bouleversée. « Maman, je vais me marier ». La voix d'Amélie, au téléphone, était empreinte d'un mélange de nervosité et d'excitation. « C'est merveilleux, ma chérie. Et qui est l'heureux élu? Est-ce ce jeune Marc des Beaux-Arts de Paris ?» ai-je demandé nonchalamment, caressant du bout des doigts le pied de mon verre en cristal. « Non, ce n'est pas lui. » Elle marqua une pause. « Il s'appelle Nguyen Bao Minh. » Ma main se figea. « Qui? » « Nguyen Bao Minh, maman. Il est vietnamien. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Paris. » À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser dans ma tête. Nguyen Bao Minh, un Vietnamien. Ma fille, l'héritière future de la famille de Valois, allait épouser un Vietnamien. Mon cœur s'emballa, mon verre de vin faillit me glisser des mains. Est-ce une plaisanterie, Amélie? Me suis-je forcé à rester calme, mais le tremblement dans ma voix me trahissait. Non, maman, ce n'est pas une plaisanterie. Je l'aime. C'est un étudiant en architecture qui fait ses études à Paris. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. No. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de retrouver mon sang-froid. Amélie, tu le connais depuis si peu de temps. Que sais-tu de lui? Cet homme est si différent de nous. Minh est si doux, si talentueux, maman. Si seulement tu pouvais le rencontrer, je suis sûr que tu l'adorerais. Sa voix était pleine de supplications. J'ai fermé les yeux, essayant de réprimer la colère et la peur qui montaient en moi. Tu es si jeune, Amélie. Pourquoi une décision si hâtive? Tu devrais rencontrer plus de gens, trouver quelqu'un dont le milieu correspond au nôtre. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, la voix d'Amélie, basse mais ferme, retentit. « Maman, je l'aime, nous avons décidé de nous marier. » Ainsi commença une querelle qui dura plusieurs semaines. Chaque appel se terminait en larmes et en cris. Henri, mon mari, fidèle à lui-même, tentait de jouer les médiateurs. « Éléonore, l'amour ne devrait-il pas transcender les frontières et les cultures ?» me demanda-t-il doucement. « Si notre fille est heureuse, n'est-ce pas tout ce qui compte ?» Henri a toujours été un grand idéaliste. Finalement, j'ai cédé à contre-cœur. Après tout, que pouvais-je faire face à l'amour? Mais au fond de moi, j'espérais encore qu'Amélie changerait d'avis avec le temps. Cependant, 2 mois plus tard, lorsque j'ai reçu un email contenant des photos de la famille de Minh, mes craintes se sont intensifiées. Sur les photos, il se tenait dans un salon modeste, un environnement que je qualifierais de simple, voire de précaire selon les standards de notre famille. Les parents de Minh portaient des vêtements simples, un sourire timide aux lèvres. Henri a dit qu'ils avaient l'air d'une famille chaleureuse, mais à mes yeux, je ne pouvais accepter de marier ma fille dans un tel milieu. Je n'assisterai pas au mariage, ai-je finalement déclaré. Si elle insiste pour se marier, qu'elle le fasse, mais ce sera sans moi. En entendant cela, Amélie est devenue blême, les larmes aux yeux. « Maman, je vous en supplie. Henri, tu iras seul, je ne peux pas. » Je me suis détourné, et à cet instant, le premier mur s'est érigé entre ma fille et moi. Henri a soupiré, a tenté de me raisonner, mais en vain. Il est parti seul au Vietnam pour le mariage. À son retour, il n'a cessé de me parler de l'accueil chaleureux et sincère de la famille de Minh, de la nourriture délicieuse et de la façon dont tout le monde, malgré la barrière de la langue, faisait des efforts pour communiquer. «
Tu y es allé une semaine et tu crois tout savoir, ai-je répondu avec sarcasme. Henri n'a plus abordé le sujet. Ainsi, les mois ont passé. Je ne répondais même plus aux appels d'Amélie. Nos conversations autrefois quotidiennes se sont taries et mon entêtement n'a fait que se renforcer. À Noël, Amélie était au Vietnam. Pour la première fois, Henri et moi avons passé les fêtes sans notre fille. Notre relation s'est distendue, le mur entre nous s'est épaissi. Jusqu'à ce matin de printemps, Henri s'est approché de moi avec précaution. Amélie est enceinte. La tasse de thé que je tenais est tombée et s'est brisée en 1000 morceaux. Quoi? Elle entrera dans son 5e mois le mois prochain. Nous allons être grands-parents. Les yeux d'Henri brillaient de joie. À cet instant, quelque chose en moi s'est effondré. Le simple mot « petit-fils » ou « petite-fille » a fait voler en éclats toutes mes défenses. L'idée que ma fille allait donner naissance à un enfant dans ce lointain pays, le Vietnam, a fait naître en moi un regret et un manque indicible. Ce soir-là, après qu'Henri se soit endormi, je me suis glissé dans le bureau. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro international. Après quelques sonneries, la voix d'Amélie a retenti. « Allô, Amélie ?» Ma voix était si faible qu'elle était à peine audible. « Maman ?» Le choc dans sa voix a fait vibrer mon cœur. Après un long silence, ne sachant que dire, j'ai lâché. Je viens au Vietnam la semaine prochaine. Sans plus d'explication, j'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. En retournant me coucher, je me suis dit que ce n'était vraiment pas mon genre. En pensant à mon attitude passée envers ma fille, je n'étais pas sûr de pouvoir la regarder dans les yeux. Mais elle était enceinte. J'étais à la fois impatiente et terrifiée de la voir. En faisant ma valise, l'hésitation ne me quittait pas. J'ai dit à Henri que j'allais rendre visite à une vieille amie. Il a semblé sceptique mais n'a pas posé de questions. Peut-être connaissait-il trop bien mon orgueil. Ce n'est qu'en montant dans l'avion de Paris à Hanoï que mes sentiments contradictoires se sont apaisés. C'est de la folie, me suis-je murmuré en regardant par le hublot Paris qui rapetissait. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les 12 heures de vol furent plus longues que prévu. Le repas était passable, mais il était difficile de dormir dans ce siège étroit. Par le hublot, j'ai vu le soleil se coucher puis se lever au-dessus des nuages, imaginant à quoi pourrait ressembler le Vietnam. Pour être honnête, j'avais encore en tête le stéréotype d'un pays asiatique sous-développé. Quand l'avion a atterri à l'aéroport international de Ngoại Ba, j'ai pris une grande inspiration. L'atterrissage fut un peu sec, mais globalement stable. L'aéroport, vu de l'extérieur, était bien plus moderne que je ne l'avais imaginé, avec ses vastes structures de verre et d'acier. En pénétrant dans le terminal, j'ai été surprise de constater qu'il était plus propre et mieux organisé que Charles de Gaulle. Les plafonds étaient hauts, le sol brillait, et même dans la foule, personne ne criait. Tout le monde se déplaçait de manière ordonnée. En chemin vers l'immigration, des panneaux numériques donnaient des informations en plusieurs langues, y compris en français. Cette petite attention m'a un peu détendu. Le contrôle des passeports fut étonnamment rapide. Bien que les agents aient l'air sévères, ils étaient d'une efficacité redoutable. Récupérer ma valise et passer la douane fut tout aussi simple. Tout était si systématisé, si moderne, si différent de l'image que je me faisais du Vietnam. En sortant dans le hall des arrivées, j'ai vu la foule. Des familles attendant des voyageurs, des chauffeurs tenant des pancartes. Et puis, je l'ai vue, Amélie. Elle m'a reconnu immédiatement et m'a fait de grands signes de la main. À cet instant, mon cœur s'est serré. Ma fille, que je n'avais pas vue depuis 1 an, était toujours aussi belle, mais quelque chose avait changé. Son ventre était légèrement arrondi, son visage plus doux. Dans ses yeux brillait à la fois la joie et l'appréhension. « Maman !» Amélie s'était lancée vers moi. J'ai reculé d'un pas, par réflexe. J'ai vu la déception traverser son visage, mais je n'étais pas prête. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête poliment. « Bonjour, Amélie. Cela fait longtemps. » Ma voix était involontairement rigide. Après un bref moment de gêne, elle a esquissé un sourire. « Maman, je suis si contente que vous soyez arrivée saine et sauve. Le voyage s'est bien passé ? » Un peu fatigant mais supportable, ai-je répondu brièvement, regardant autour de moi. Et mine, il avait une date limite importante pour un projet aujourd'hui. Il n'a pas pu venir.
Nous le verrons en rentrant. Amélie a voulu prendre ma valise, mais j'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas laisser ma fille enceinte porter des charges lourdes. En sortant de l'aéroport, je n'ai cessé d'observer les alentours. Les routes étaient propres. La circulation, bien que dense avec une mer de scooters, semblait suivre une sorte de logique propre. En chemin vers Hanoï, le paysage urbain mêlait harmonieusement l'architecture coloniale française et des bâtiments modernes. « Nous allons prendre un taxi pour rentrer », expliqua Amélie. Le chauffeur parlait quelques mots d'anglais et Amélie conversait avec lui dans un vietnamien fluide. J'étais secrètement impressionné par ses compétences linguistiques, me demandant quand elle avait bien pu apprendre. « J'ai appris en vivant ici. Min et sa famille m'ont beaucoup aidé, » dit Amélie, comme si elle lisait dans mes pensées. Je n'ai pu qu'acquiescer. Le taxi s'est arrêté devant un immeuble d'appartements de grande hauteur, plus moderne et plus propre que je ne l'aurais cru. Nous avons traversé le hall et pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Quand Amélie a ouvert la porte, une légère odeur d'épices et de cuisine m'a accueilli. « Nous sommes rentrés !» a crié Amélie depuis l'entrée. Nguyen Bao Min est sorti de la cuisine, un tablier noué à la taille. Il s'est incliné respectueusement. « Bonjour madame, bienvenue !» Son français était un peu formel, mais on sentait l'effort. J'ai hoché la tête de manière distante. « Bonjour !» En entrant, j'ai découvert un salon soigné. La décoration était simple mais de bon goût, bien loin de l'opulence de notre château, mais ce n'était pas mal. La table était déjà mise, avec au centre une grande marmite fumante. « J'ai préparé un feu beau spécialement pour vous, madame, » dit Min. « Après un long voyage, vous devez être fatiguée. Je voulais vous faire goûter le plat le plus célèbre du Vietnam. » Dans la marmite se trouvait une soupe de nouilles surmontée de morceaux de bœuf. C'était un plat que je n'avais jamais vu et qui me déconcertait un peu. En France, nous ne mangeons jamais les nouilles de cette façon. Amélie s'est assise naturellement et a pris des baguettes. « Maman, c'est un plat traditionnel vietnamien. C'est très populaire, surtout en hiver. » Min ajouta avec enthousiasme. « Il y a du bœuf braisé spécial et des nouilles faites à la main. C'est parfait après un long voyage. » Je me suis assise avec précaution. Sur la table, il y avait des baguettes et une cuillère. J'ai naturellement opté pour la cuillère. J'ai goûté une gorgée du bouillon. Étonnamment, le goût était riche et complexe. C'est alors que j'ai assisté à une scène choquante. Amélie, ma fille, qui avait reçu une éducation stricte sur les bonnes manières à table dans notre famille, attrapait les nouilles avec ses baguettes et les aspirait bruyamment dans sa bouche. J'ai cru que j'allais m'évanouir. « Amélie !» ai-je laissé échapper, la voix plus forte que je ne l'aurais voulu. Ma fille, surprise, a levé la tête. « Qu'y a-t-il, maman ?» J'allais dire quelque chose, mais réalisant la présence de Min, je me suis tu. Pour sauver les apparences, je me suis contenté de lui lancer un regard de désapprobation intense. Amélie a compris. Après un instant de gêne, elle a souri. « Maman, c'est comme ça qu'on mange les nouilles ici. C'est en les aspirant avec des baguettes qu'on en apprécie vraiment la saveur. » Min a également souri. « Oui, madame. Au Vietnam, nous mangeons les nouilles avec des baguettes. C'est notre culture. » J'ai tenté d'afficher un sourire crispé. Je vois. Amélie a mis un morceau de bœuf dans mon assiette. « Maman, goûtez, c'est vraiment délicieux. » Au début, j'étais réticente, mais par politesse, j'ai piqué un petit morceau avec ma fourchette. À cet instant, une saveur inattendue a explosé dans ma bouche. Le bœuf tendre et le bouillon riche se mariaient parfaitement. C'était surprenant de délice. « Comment trouvez-vous, madame ?» demanda Min, plein d'espoir. Pour être honnête, c'était excellent. Mais je n'étais pas encore prête à baisser ma garde. Ce n'est pas mal. Après le dîner, Amélie m'a conduite à la chambre d'amis. C'était une petite pièce, mais impeccablement propre. Par la fenêtre, on voyait la ville de Hanoï scintiller de 1000 feux. « Vous devez être fatiguée, maman. Reposez-vous bien. Demain, je vous ferai visiter Hanoï, » dit Amélie avant de partir. Seule dans la chambre, je regardais par la fenêtre, perdu dans mes pensées. En une seule journée, beaucoup de mes préjugés sur le Vietnam avaient été brisés. Mais le changement d'Amélie, en particulier ses manières à table, restait difficile à accepter. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir si
différente. Allongée dans le lit, je me demandais où était passée ma fille. Était-elle devenue une autre personne ici? Ces pensées m'inquiétaient, mais en même temps, tout comme le feu beau de ce soir, peut être que l'expérience de ce pays étranger m'apporterait une profondeur inattendue. En fermant les yeux, je songeais à ce que le lendemain me réserverait. Un pays inconnu, une fille devenue une étrangère. Le décalage horaire m'empêchait de dormir. Je suis resté là, à écouter les bruits de la nuit vietnamienne, incapable de trouver le repos. Le lendemain matin, le soleil filtrant à travers les rideaux m'a réveillé. Pendant un instant, j'ai été confuse, ne sachant plus où j'étais, avant de me souvenir que j'étais au Vietnam. On a frappé doucement à la porte. « Maman, vous êtes réveillée ?» C'était la voix d'Amélie. Je me suis levé, me suis préparé rapidement et j'ai ouvert. Amélie était déjà habillée, me rappelant l'enfant qu'elle était, se tenant devant moi avant de partir à l'école. « Le petit déjeuner est prêt. J'ai prévu un programme léger aujourd'hui pour vous aider à vous adapter au décalage horaire, » dit-elle. Sur la table, le petit déjeuner était servi. Du pain grillé, de la salade et du café avaient visiblement été préparés spécialement pour moi. « Mine est parti travailler ?» ai-je demandé en sirotant mon café. « Oui, il a un projet important aujourd'hui, mais il a dit qu'il rentrerait plus tôt, » répondit Amélie. « Aujourd'hui, je voudrais vous emmener au supermarché et au marché du quartier. Je pense que ça vous plaira. Bien que le shopping ne soit pas ma passion, j'ai accepté pour passer du temps avec ma fille. » Après le petit déjeuner, nous sommes sortis. En quittant l'immeuble, Amélie me décrivait les environs. Il y a un grand supermarché près d'ici et aussi un marché traditionnel. Allons voir les deux. Les rues de Hanoï étaient plus propres que je ne l'imaginais. Les gens allaient et venaient, pressés. Mais il y avait un sens de l'ordre partout, un contraste frappant avec le chaos parfois désordonné de Paris. Amélie me guidait avec assurance, complètement adaptée à ce pays. En entrant dans le grand supermarché, j'ai été surprise par sa taille. Moins grand qu'un carrefour parisien, il était néanmoins propre et bien organisé, avec une grande variété de produits. Amélie poussait le chariot avec aisance, choisissant divers articles. En passant devant le rayon des condiments, elle expliqua « Le nuc mam, sauce de poisson, c'est ma belle-mère qui le prépare elle-même, donc nous n'en achetons pas. » Au début, je trouvais l'odeur très forte, mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. « Tu manges vraiment ça ?» ai-je demandé, dubitative. « Oui, maman, goûtez-y. Au début, on n'est pas habitué, mais plus on en mange, plus on devient accro, » répondit-elle en riant. Pendant que nous faisions les courses, Amélie m'expliquait avec enthousiasme la nourriture et la culture vietnamienne. Je pouvais sentir sa passion pour ce pays. Au début, cette facette de ma fille m'était étrangère, mais peu à peu, son enthousiasme m'a contaminé. Après le supermarché, nous nous sommes dirigés vers le marché traditionnel. En nous engageant dans une ruelle, une atmosphère vibrante nous a enveloppés. Les vendeurs criaient pour attirer les clients, les arômes de diverses nourritures, les couleurs vives des fruits et légumes stimulaient les sens. C'est le marché de notre quartier. Les prix sont bas et les vendeurs sont très gentils, dit Amélie avec fierté. Une vieille dame a reconnu Amélie et l'a saluée chaleureusement. Après avoir échangé quelques mots en vietnamien, la vieille dame m'a regardé avec un grand sourire. Amélie a traduit « Je lui ai dit que vous veniez de France. Elle vous offre ceci pour que vous goûtiez. » Elle me tendit un petit gâteau. J'ai d'abord voulu refuser, mais en voyant le sourire sincère de la vieille dame, je l'ai accepté. J'ai pris une petite bouchée. La texture moelleuse et le goût sucré se sont répandus dans ma bouche. C'était étonnamment bon. Pas mal, ai-je admis. Amélie a traduit mes paroles, et la vieille dame a souri encore plus largement. En parcourant le marché, nous partagions le poids des paniers. Amélie expliquait les différents aliments et je me contentais d'écouter et de suivre. J'ai soudain réalisé depuis combien de temps un moment aussi simple et quotidien ne s'était pas produit. Faire les courses avec ma fille, partager le quotidien, en France, trop occupé ou considérant que les tâches ménagères étaient le travail des domestiques, je n'avais presque jamais eu de tels moments. Dans un coin du marché, Amélie a montré un petit stand. Ça, c'est du bun cha. C'est un incontournable du marché. Voulez-vous goûter? Le plat consistait en des nouilles de riz avec du porc grillé et des herbes, le tout servi avec une sauce. L'odeur était alléchante. J'ai accepté avec hésitation.
En prenant une bouchée, j'ai été conquise par la saveur complexe. Le porc grillé, les nouilles fraîches et la sauce aigre-douce créaient une harmonie parfaite. « C'est bon, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, pleine d'attente. « C'est très bon, ai-je dû admettre. » En marchant dans le marché, Amélie a naturellement pris ma main. Au début, j'ai été un peu surprise, mais son contact chaleureux était réconfortant. Quand avais-je tenu la main de ma fille pour la dernière fois? Probablement pas depuis qu'elle avait 10 ans. Pour le déjeuner, Amélie m'a emmené dans un petit restaurant. C'est un endroit où je viens souvent. Leur tom riz brisé est délicieux. Le restaurant était simple et propre. Le plat était un bol de riz surmonté de porc grillé, d'une sorte d'omelette et de légumes. Amélie a pris sa cuillère et a commencé à mélanger le tout. « Maman, essayez aussi. On mélange tout comme ça », m'a-t-elle montré. Au début, voir la nourriture ainsi mélangée m'a fait penser que même un chien ne mangerait pas de cette façon. Mais finalement, j'ai essayé avec précaution. Lorsque les différents ingrédients se sont mélangés, le goût était étonnamment savoureux. Après le repas, nous nous sommes reposés en buvant du thé. Le sourire sur le visage d'Amélie me rappelait l'innocence de son enfance, un sourire qui m'avait manqué. « Maman, ça fait si longtemps que nous n'avions pas mangé ensemble. C'est si bon, » dit Amélie doucement. En entendant ces mots, mon cœur s'est serré. J'ai réalisé combien de temps, combien de moments importants j'avais manqué. Je n'ai pu cocher la tête. Le mur dans mon cœur, bien que pas encore complètement tombé, commençait à se fissurer. L'après-midi, nous nous sommes promenés dans un parc voisin, le long des rives du lac Oan Kiem. Le parc était verdoyant et de nombreuses personnes s'y détendaient. Contrairement au parc formel de France, l'atmosphère ici était libre et vivante. « Je me promène souvent ici, surtout le matin. L'air y est très pur, » dit Amélie. Assise sur un banc, j'ai remarqué le ventre d'Amélie. Bien que pas encore très proéminent, il était clair qu'une vie y grandissait. Soudain, j'ai eu envie de le toucher, mais je me suis retenu. « Sais-tu si c'est un garçon ou une fille ?» ai-je demandé doucement. « Pas encore sûr, mais Mine espère que ce sera une fille, » répondit Amélie en caressant son ventre. Le mot « fille » a résonné en moi. Ma fille allait devenir mère. J'ai de nouveau ressenti la pression du temps qui file. Le soir, en rentrant, Mine était déjà rentré plus tôt du travail et cuisinait. Il nous a accueillis sincèrement. « Comment s'est passée votre journée, madame ?»« Pas mal. » ai-je répondu brièvement, tout en admettant intérieurement que c'était bien plus agréable que prévu. Mine préparait un barbecue vietnamien. Il a placé un petit grill électrique au centre de la table, sur lequel il faisait griller des tranches de viande. Cette façon de manger, bien que particulière, m'a moins surprise que la veille. On enveloppe la viande dans des feuilles de salade avec de la sauce pour la manger, m'a montré Amélie. Pour être honnête, l'idée de manger avec les mains me mettait toujours mal à l'aise. Mais après une journée d'expérience, mon esprit s'était un peu ouvert. J'ai imité Amélie avec précaution. L'harmonie entre la saveur de la viande, la fraîcheur des légumes et la sauce était surprenante. Je devais admettre que cette façon de manger avait son propre charme. « Un verre de vin rouge, madame. » Mine a sorti une bouteille de vin français. Un vin de Bordeaux. J'ai été surprise de reconnaître un produit de notre domaine familial. « Amélie a dit que vous aimeriez. Je l'ai préparé spécialement », a souri timidement Mine. À cet instant, j'ai réalisé que Mine ne me traitait pas seulement par politesse, mais avec une sincérité authentique. Malgré le fait que je n'ai pas assisté à leur mariage et que je ne l'ai toujours pas complètement accepté, il faisait tout son possible pour m'accueillir. En buvant mon vin, j'ai observé la façon dont Mine traitait Amélie. Il s'assurait constamment qu'elle allait bien, s'occupait d'elle en silence. Bien qu'il n'y ait pas de grandes déclarations, chacun de ses gestes était rempli d'amour et de respect pour elle. Après le dîner, Mine massait les pieds d'Amélie. « Les femmes enceintes ont souvent les jambes qui gonflent », a-t-il expliqué. En voyant cette scène, je me suis souvenu d'Henri. Il avait été tout aussi attentionné lorsque j'étais enceinte d'Amélie. Mais à l'époque, je prenais cela pour acquis. Maintenant, je voyais à quel point cet amour et cette attention étaient précieux. La nuit tombée, je ne parvenais toujours pas à dormir. Je suis sorti sur le balcon. La vue nocturne de Hanoï s'étendait devant moi. Les lumières des immeubles scintillaient comme des étoiles.
j'ai soudain réalisé à quel point j'étais seul et que cette solitude était de mon propre fait. Amélie m'a rejointe, regardant avec moi le ciel nocturne. « Maman, merci d'être venue. » Je n'ai rien dit, posant simplement ma main sur son épaule. À cet instant, il m'a semblé que tout le temps perdu était revenu. Des années de distance et d'incompréhension ont commencé à fondre lentement. Cette terre étrangère commençait à devenir chaleureuse. La vie quotidienne de ma fille, les gens qu'elle aimait, la vie qu'elle avait choisie. Au début, je ne pouvais pas comprendre, mais maintenant, je commençais à en saisir le sens. « Où veux-tu aller demain ?» demanda Amélie. « Peu importe où tu m'emmènes », ai-je répondu avec mon premier sourire sincère. Sous le ciel nocturne, nous avons senti silencieusement la présence l'une de l'autre. Ainsi, un autre jour s'est écoulé, et je commençais à retrouver le temps perdu. Une semaine après mon arrivée au Vietnam, le malaise initial et l'étrangeté se transformaient progressivement en familiarité. Les promenades matinales avec Amélie étaient devenues ma routine. Ce jour-là, nous étions de nouveau dans le parc près du lac. La douce lumière du matin baignait le parc, déjà animé. Marchant aux côtés de ma fille, je repensais aux derniers jours, de l'étrangeté et de la distance de mon arrivée à la proximité actuelle. J'avais même commencé à manger du nuc mam sans problème, et mon usage des baguettes s'améliorait. Plus important encore, le temps passé avec ma fille était devenu précieux. Cet après-midi-là, assise sur un banc du parc, profitant du soleil, nous regardions les passants, chacune perdue dans ses pensées. Le ventre d'Amélie était maintenant nettement arrondi. « Tu en es à combien de mois ?» ai-je demandé doucement. « 5 mois maintenant. J'ai fait une échographie il y a peu. Le médecin a dit que le bébé est en parfaite santé, » répondit Amélie en caressant son ventre. En la voyant, je me suis souvenu du jour de sa naissance. C'était aussi un jour ensoleillé. Quand j'ai tenu ce petit bébé doux et fragile dans mes bras, un sentiment de bonheur a rempli mon cœur. L'attente de notre vie future ensemble m'excitait. Le temps passe si vite. Maintenant, ce bébé allait devenir mère. Ce fait me surprenait encore. « Amélie, j'ai voulu dire quelque chose, mais ma gorge s'est nouée. » Ma fille a semblé comprendre mon expression et a souri doucement. « Je sais, maman. » Après un moment de silence, une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer est sortie de ma bouche. « Quand le bébé naîtra, je reviendrai pour aider. » Les yeux d'Amélie se sont écarquillés. Elle m'a regardé, surprise, puis a lentement hoché la tête, les larmes aux yeux. Pour la première fois, j'ai serré sa main. Si chaude, la main de ma fille. « Vraiment ?» sa voix tremblait. « Bien sûr, » ai-je répondu fermement. Mon cœur avait pris sa décision. Ce soir-là, Minh nous a préparé un dîner spécial. La table était couverte de plats traditionnels vietnamiens. La nourriture qui me semblait étrange et gênante une semaine plus tôt était maintenant devenue familière et réconfortante. « C'est votre dernier soir, madame. »« Comment trouvez-vous la cuisine vietnamienne ?» demanda Minh avec précaution. Au début, c'était très étrange, mais maintenant, je la trouve délicieuse. Ai-je répondu honnêtement. Un large sourire illumina le visage de Minh. Il était vraiment un bon gendre. Au début, je ne le voyais que comme l'étranger qui m'avait volé ma fille, mais maintenant, je voyais sa chaleur et sa sincérité. Son amour et ses soins pour ma fille étaient authentiques. Après le dîner, Amélie a suggéré « Maman, prenons une photo, je veux montrer à papa que nous sommes ensemble. » Nous nous sommes assis tous les trois sur le canapé pour la photo. Au début, c'était un peu gênant, mais sous l'influence des sourires naturels d'Amélie et de Minh, j'ai souri à mon tour. C'était notre première photo de famille. « Envoie celle-ci à Henri aussi », ai-je dit. Amélie a hoché la tête, ravie. En retournant dans ma chambre pour faire ma valise, j'ai pensé à la personne que j'étais une semaine plus tôt, prisonnière de mes préjugés et de mon entêtement. Ce voyage m'avait beaucoup appris. La véritable élégance ne réside pas dans les manières extérieures, mais dans la chaleur du cœur. Le lendemain matin, le trajet vers l'aéroport était beaucoup plus lourd qu'à l'aller. À l'idée de la séparation, mon cœur se serrait. Arrivé à l'aéroport de Noirba, Minh est descendu le premier pour s'occuper de mon enregistrement. Une fois toutes les formalités accomplies, devant le contrôle de sécurité, je me tenais face à Amélie. Ses yeux étaient remplis de la tristesse du départ. «
Maman, merci beaucoup d'être venue, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai plus hésité. J'ai fait un pas en avant et j'ai serré ma fille dans mes bras. La chaleur de son corps, que je n'avais pas senti depuis si longtemps, et la présence de la petite vie en elle, tout cela était devenu si précieux. C'est moi qui te remercie, Amélie. Merci de m'avoir montré ta vie. Et je dis sincèrement, j'ai aussi brièvement étreint Mine. C'était suffisant, nul besoin de mots. Nous étions une famille. On se reverra bientôt. Je reviendrai, ai-je promis en partant. En passant le contrôle de sécurité, je n'ai cessé de me retourner. Amélie et Mine me faisaient signe de la main. J'ai continué à leur faire signe jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent de ma vue. En montant dans l'avion, assise près du hublot, je regardais le ciel vietnamien, le cœur rempli d'émotions complexes, regret, attente et surtout gratitude. Pendant le décollage, j'ai repensé à la semaine passée. Au début, tout était étrange et inconfortable, mais peu à peu, j'y ai découvert une nouvelle beauté. La vie que ma fille avait choisie, le pays qu'elle aimait et les gens avec qui elle la partageait, tout cela méritait le respect. Pendant les 12 heures de vol de retour vers la France, je prévoyais déjà de tout raconter honnêtement à Henri. La prochaine fois, nous viendrions ensemble. Henri adorerait. Je voulais aussi préparer une chambre d'enfant à la maison pour quand Amélie, Mine et leur enfant viendraient nous rendre visite en France. Je voulais transmettre la culture française à cet enfant. Maintenant, je ne les voyais plus comme la belle famille de ma fille, mais comme notre famille. La classe sociale ou les convenances, ces choses que je jugeais si importantes, ne comptaient plus. La véritable élégance réside dans l'amour et l'attention. C'est ce que le Vietnam et ma fille m'avaient appris. Alors que l'avion traversait les nuages, j'ai souri. Le prochain voyage ne serait pas par obligation ou par curiosité, mais un voyage pour être vraiment avec ma famille. Sur le chemin du retour, j'attendais déjà avec impatience le prochain voyage, celui où Henri et moi viendrions au Vietnam en tant que grands-parents. Tout cela s'est passé il y a 3 ans. Aujourd'hui, ma fille a donné naissance à une adorable petite fille qu'ils élèvent à Hanoï. À mes yeux, tout cela est devenu merveilleux. Si j'étais resté obstiné, si je m'étais éloigné de ma fille, aurais-je pu connaître le bonheur que je ressens aujourd'hui? Bien que j'ai vécu longtemps, je me demande souvent si je n'ai pas perdu mon temps par le passé. Aujourd'hui, je ne me soucie plus autant des convenances. Même si ma petite fille met du désordre partout, je peux l'accepter en riant. Je suis vraiment heureuse. C'était il y a 3 ans déjà. Aujourd'hui, Amélie a une adorable petite fille, prénommée Sophie Mai, qui grandit heureuse à Hanoï. Chaque fois que je vois cette petite fille en appel vidéo, mon cœur se remplit d'une joie indescriptible. Tous les 3 mois, Henri et moi prenons l'avion pour Hanoï pour passer 2 semaines en tant que grands-parents. La petite Sophie Mai sait déjà dire quelques mots simples et chaque fois qu'elle nous voit, elle crie avec enthousiasme « Mémé, Pépé ». Ce sentiment est plus précieux que tous les produits de luxe ou les événements sociaux du monde. Henri s'est adapté encore plus vite que moi. Il a appris les bases du vietnamien, peut discuter avec les parents de Mine et joue même aux échecs avec les vieillards de Hanoï. En le voyant s'immerger dans ce nouveau monde, je pense souvent à ma résistance initiale et je ressens un mélange de honte et de gratitude. « Maman, vous avez tellement changé », m'a dit Amélie un jour. « Ah oui, vous êtes devenue plus libre, comme si vous aviez déposé un lourd fardeau. Avant, vous vous souciez tellement du regard des autres, vous étiez si attaché aux traditions. Oui, j'ai vraiment changé, je ne juge plus la valeur d'une personne par sa fortune ou son lignage. J'ai commencé à apprécier les petits bonheurs de la vie, une tasse de thé oolong le matin, le moment chaleureux où l'on prépare des raviolis en famille. Ces joies simples nourrissent l'âme bien plus que les dîners mondains de Paris. Maintenant, quand je suis assise sur le balcon de l'appartement à Hanoï, regardant au loin la silhouette d'un gratte-ciel scintiller dans le crépuscule, je songe souvent au temps qui passe. Pendant 58 ans, j'ai passé la majeure partie de ma vie enfermée dans les murs que j'avais moi-même construits. Il a fallu une décision inattendue, cet appel tard dans la nuit, ce billet d'avion, pour que je commence vraiment à vivre. Hier soir, j'ai reçu un dessin de la petite Sophie Mai, fait au crayon de cire. Un grand globe terrestre, sur lequel se tiennent de petits personnages main dans la main,
représentant notre famille séparée par la distance, mais unie par le cœur. En regardant ce dessin innocent, des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues. Oui, voilà la vérité de la vie. L'amour et les liens transcendent la distance, la culture et toutes les frontières créées par l'homme. J'avais peur de perdre ma fille en la laissant partir si loin, mais en réalité, les vrais liens familiaux ne s'estompent pas avec la distance. Au contraire, ils se renforcent par la compréhension et la tolérance. Alors, quand on me demande qui je ne suis plus seulement Éléonore de Valois de la vallée de la Loire. Je suis fier d'ajouter que je suis aussi la grand-mère de la petite Sophie May de Hanoï. Cette double identité est la plus grande richesse et le plus grand honneur de ma vie.